Sig, please take a seat. Yeah. Merci de nous rejoindre. Vous pouvez vous asseoir tout simplement les uns à côté des autres. Voilà, Guy Standing. Benoît Hamon, là, voilà, ici. Benoît Hamon, ici. Et puis Oswald Sig, s'il vous plaît, vous êtes le Suisse de l'étape. Voilà, parfaitement. Merci beaucoup. Tout d'abord, une première indication technique. On m'a indiqué qu'apparemment, certains d'entre vous n'avaient pas leur casque. Il y a effectivement une traduction simultanée. Donc, il y a des personnes qui vont tout simplement passer dans la salle pour vous donner des casques. On aura ce panel en anglais et en français. Chacun va parler sa langue ou presque, puisqu'il y a certains alémaniques et autrichiens qui parleront le français ou l'anglais. Alors, je vais tout d'abord vous présenter les invités, 5 invités ce soir. Christian Todd, je vous l'ai dit, il nous vient d'Autriche, c'est le réalisateur du film et il est par ailleurs économiste. À ses côtés, Evelyne Forget, elle nous vient du Canada. Elle a mené une expérience, ou plutôt elle s'est intéressée. Ça, c'est pour vous, Christian Todd. Evelyne Forget, vous êtes intéressée, on l'a vu dans le film, on vous a vu dans le film, hein, cette expérience qui a eu lieu dans le Manitoba. Vous aussi, vous êtes professeur d'économie, vous allez nous en parler. Guy Standing, vous venez d'Angleterre, Guy Standing de Manchester, vous nous avez dit tout à l'heure, mais vous connaissez aussi très bien la Suisse où vous résidez en partie, puisque vous avez travaillé au BIT, vous êtes professeur d'économie à Londres, et vous êtes un des théoriciens mondiaux, j'ai envie de dire, du revenu de base. Vous avez d'ailleurs amené vos livres aujourd'hui, et vous êtes un des fondateurs du Basic Income Earth Network. Merci de l'applaudir. Benoît Hamon, vous êtes un grand défenseur aussi du revenu de base inconditionnel. Peut-être que si vous ne l'aviez pas été, vous seriez aujourd'hui président de la République. Mais vous avez préféré quitter le Parti socialiste pour créer votre propre mouvement, Génération. Et puis enfin, un Suisse, avec nous, Oswald Sig. Merci beaucoup d'être avec nous, Oswald Sig. Pour les journalistes parlementaires, vous êtes quelqu'un qui avait servi, ou en tout cas qui avait côtoyé plusieurs conseillers fédéraux, 5 en tout cas. Vous avez été jusqu'en 2009, je crois, porte-parole du gouvernement, mais c'est pas pour ça qu'on vous a invité. On vous a invité parce que vous êtes un des initiateurs du revenu de base inconditionnel, universel, sur lequel on avait voté en Suisse. Vous vous en souvenez très certainement. Près de 77% des Suisses avaient dit non. C'était en 2016. Alors voilà, je vous le disais, on sera ensemble 1h30 environ. Pour parler du revenu de base inconditionnel, Philippe Motta vous l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de contradiction en tout cas sur scène. Moi je le regrette parce que moi j'aime bien les débats quand il y a de la contradiction. Mais vous verrez, il y aura néanmoins du débat entre nos invités et puis bien sûr on vous passera la parole. Je vais commencer avec vous, Benoît Hamon. Je vais vous demander d'ailleurs aux uns et aux autres, ça va, la traduction ça marche bien, je parle pas trop vite j'espère. Je vais vous demander aux uns et aux autres tout d'abord de réagir assez brièvement au film. Film très intéressant. C'est vrai que c'est assez intéressant de voir que dans le fond, cette idée de revenu de base, c'est pas vraiment une idée de droite ni de gauche. En tout cas, on a vu qu'il y avait des libertariens qui, eux aussi, étaient favorables au revenu de base. Benoît Hamon, est-ce que ça vous étonne de voir qu'il y a des gens de droite qui soutiennent aussi cette idée ? Bonjour d'abord, bonsoir pardon, bonsoir à tous, je suis très heureux de participer à cette discussion. D'abord je voudrais dire que j'ai trouvé le film passionnant, que j'ai adoré, Le chauffeur de taxi, et j'espère qu'il sera sénateur un jour et qu'il rejoindra Bernie Sanders qu'on a vu à plusieurs reprises dans votre film. Je trouve que c'est un film remarquable et parce que je crois qu'il touche à toutes les questions essentielles qui expliquent à la fois pourquoi il faut un revenu universel et pourquoi il n'y a pas encore un revenu universel.
Et ce film est assez remarquable pour cela. Et je voudrais revenir, en tout cas, moi, sur une question que vous traitez très bien dans ce film et qui est la question centrale à laquelle nous allons être confrontés maintenant que nous pensons tous qu'il faut un revenu universel, mais qu'il s'agit de trouver la bonne stratégie pour que le revenu universel soit mis en œuvre, peut-être d'abord en Namibie et ensuite partout ailleurs. C'est que fondamentalement, le revenu universel, en dissociant le revenu de l'emploi, en redonnant de l'autonomie aux individus et de la capacité à maîtriser leur vie, à négocier avec leur employeur, le revenu universel pose la question du pouvoir dans nos sociétés. Et en posant la question du pouvoir, assez spontanément, il suscite de la part de ceux qui détiennent le pouvoir une première réaction assez amusée au début. Quand on leur parle du revenu universel, ils en rigolent, en disant c'est assez farfelu, c'est utopique, etc., etc. Puis une seconde réaction quand l'idée commence à mûrir qui consiste à la juger dangereuse parce qu'elle remettrait en cause le rapport au travail, parce qu'elle inciterait à la paresse, parce que finalement elle déstabiliserait la société tout entière. Et on est à ce stade aujourd'hui, je crois, dans beaucoup de sociétés occidentales où, c'est une bonne nouvelle, nous sommes passés du moment où l'idée faisait rire, sourire, au moment où elle est jugée dangereuse, et il finira le moment où, troisième stade, où cette idée s'imposera comme une évidence, comme toutes les grandes idées nouvelles, elles font rire, elles font peur, puis elles s'imposent. Et je crois qu'il nous revient, nous, de transformer l'essai. Alors, on en parlera sans doute ce soir, mais pour cela, je voulais vous dire vraiment que c'était... moi, j'ai trouvé ça remarquable, je ne savais pas ce que j'allais voir avant. Remarquable, notamment quand à la fin, vous bouclez sur l'autre grande affaire, mais qui explique pourquoi il faut un revenu universel, c'est l'impact de la révolution numérique sur le travail, qui va profondément transformer notre rapport au travail et qui suppose donc qu'on réfléchisse à la manière dont on va vivre sans forcément dépendre seulement du travail. Alors c'est bien, vous avez déjà posé là un petit peu tous les enjeux, hein. L'enjeu du pouvoir, l'enjeu de l'utopie, l'enjeu de la technologie. Vous êtes un vrai politicien, Benoît Hamon, je vous en remercie. Christian Todd, qu'est-ce qui vous a convaincu de faire un film sur ce sujet, vous qui êtes économiste également, il y a beaucoup d'économistes aujourd'hui sur cette scène. Pourquoi vous avez eu cette idée? Yeah. So, I'm a trained economist. Alors, vous savez, je me suis formé en tant qu'économiste et donc j'ai cherché un sujet pour faire ma thèse en 2005, autour de cette date-là. J'ai lu un article sur le revenu inconditionnel et ce terme, revenu de base inconditionnel. Et j'ai lu l'article et ça m'a vraiment... ça m'a rappelé de Star Trek. Je suis un fan de Star Trek et je le suis toujours. Et ça m'a rappelé de cette société utopique où on va, on est en chemin vers ce genre de société. Et de nouveau, l'attribution des talents, je pense que c'est ça le moteur dans l'économie. Et où on a justement le découplage entre le travail et le revenu. Et nous travaillons pour nous améliorer et pour la société tout entière s'en trouve améliorée. Pour moi, ça me semblait quelque chose d'évident et j'avais toujours ça à l'esprit, que nous avons un droit à une partie de cette planète, la Terre, les ressources de cette planète. Et là, c'est pour ça que je défends ces revenus et c'est pour ça que j'ai représenté l'Alaska tout au début du film. Guy Standing, you are en fait à ce revenu de base. Comment vous réagissez à ce film? I also will speak in English. Je vais aussi parler en anglais. I'm going to strike a slightly discordant note. Bon, je vais quand même sonner une note un peu discordante. J'étais un jeune étudiant radical dans les années 70 à Cambridge et nous travaillions sur le sujet du revenu universel. Nous en étions justement les avocats. Et au début des années 80, un groupe de jeunes philosophes, économistes, sociologues, des architectes, nous avons mis en place Basic Income
European Network, since 1986, réseau européen every du 2 revenu years in a different universel. capital, Et à partir de we've had 1996, an dans international différentes capitales, congress. nous avons organisé un congrès 2002, international. En we had 2002, it in Geneva, nous l'avons organisé à Genève and in many other et cities, dans bon nombre Paris. d'autres villes, à Paris, We've had it in et various parts of on the l'a world. organisé dans différents pays du monde. And I was watching this Et film, oui, j'étais en train de regarder le and film. many of those Et people who nombre were in that des film, personnes qui I've met and apparaissent dans le argued with. film, j'ai eu l'occasion de les rencontrer, And I felt de very parler avec eux. angry Et j'ai ressenti beaucoup de colère Watching some of the film. en regardant I'm sorry. certaines parties du film. J'en suis Charles désolée. Murray, I've Alors, had Charles many Murray arguments with Charles Murray. a eu beaucoup de And débats avec Charles I'm glad Murray. to see Et that je he's suis come heureux de round. voir que He's il a come fait a le long tour way. et il a fait du chemin. But I saw none of bien. Mais in the film. j'ai pas I saw vraiment too vu much Americans. bien. Il y avait pas beaucoup du bien. The Americans were B-I-E-N. dominating Il y avait that trop film d'Américains. too much. Il y avait trop d'Américains dans le film. I'm sorry. Ils dominaient le film. Je suis désolée. The movement for Et basic le income mouvement started in pour le revenu universel a son origine en Europe. Et on a recherché les origines du revenu universel. Et l'année dernière, c'était le 800e anniversaire the founding document du document of our fondateur democratic constitution. de notre constitution démocratique. That document Alors, ce document, was the Charter of the c'est Forest. la charte de la forêt. And what it did, Et it said that every alors, man ce and every qui y était woman dit, c'est que chaque had a homme, right chaque to femme subsistence, avait le droit à la subsistance, a right to a un home, droit à un right logement, to be able un to droit work, d'être a right capable to d'avoir un access travail raw materials. et un droit d'avoir It goes accès back aux to the matières premières. 1270 Et on chart. revient à la charte de And you will see 1270. in Europe, Et vous verrez qu'en Europe, including some great French y compris some great des penseurs Belgians, français, des éminents Germans, penseurs and belges, allemands, italiens, those fundamental et enlightenment values ces valeurs that govern the debate éclairées on qui ont été la base du débat sur le revenu universel. Alors ces Américains, have ces come Américains, late to the scene. bon, ils sont arrivés très tard sur la scène. Promise you Et je the vous film- promets, And I'm a le film, passionate believer in basic income. et je crois avec passion dans le revenu universel, et j'aime beaucoup de choses dans le film, mais ce serait doublement efficace si vous réduisez le contenu américain de moitié. Alors peut-être une réponse. Thank Alors, you very much. Merci beaucoup. I actually did that in the short version. There's a 52 minutes. En fait, il y a une version courte de 52 minutes pour l'Europe où ça a été fait un peu. Mais bon, je comprends ce que vous voulez dire et je m'excuse de n'avoir eu recours qu'à un expert de l'initiative Vient dans mon étude. Vous avez raison, pour moi, en tant qu'économiste et en tant qu'être humain, ses fondements sont là. Quand j'ai fait le film, je ne voulais pas faire la même chose que pendant ma thèse, où je n'avais cité que des jeunes. Alors peut-être que je suis allée un peu trop loin dans le sens opposé et je m'en excuse. Il y a autre chose qui est important pour moi, c'est-à-dire que je pense que les États-Unis sont importants dans notre monde. Ils le sont depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est vrai, je voulais un film qui s'adresse aussi à un public américain et à un public international dans le cadre de conférences internationales. De bien, il faut rappeler que bien, c'est le Basic Income Earth Network dont vous êtes le vice-président. C'est juste Guy Standing. Le président. Excusez-moi, le président. Alors précisément, on va passer la parole à une Américaine, une Canadienne plus précisément. Je pense à vous, Evelyne Forget. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, il y a trop d'Américains dans ce film? Bon, déjà, je dois dire que j'ai été coupée au montage pour la version des 52 minutes. Ce qui me semble bien dans le film, c'est que vous avez réussi à regrouper des points de vue très disparates. Quand on parle du Congrès bien, je crois qu'il y a une chose que l'on n'a pas prise en compte, c'est que le contexte du travail en Europe est très différent.
Le revenu de base peut avoir une apparence très différente aux États-Unis que par rapport en Europe, mais ça mérite quand même un débat international. Oswald Sig, vous qui êtes un des penseurs du revenu de base universel en Suisse, comment vous avez reçu ce film, où on parle d'ailleurs aussi de la Suisse, la Suisse qui effectivement est un des modèles à suivre? Oui, je voudrais aussi, tout d'abord, bonsoir, merci pour l'invitation. Je voudrais aussi apporter une petite note critique à l'égard de ce film. Vous avez promis, il y aurait de la controverse. Parce que il est intéressant, mais il est peut-être aussi trop intéressant, dans ce sens qu'il énumère trop de thèmes, trop de questions autour du RBI. Je pense qu'il y a des choses qui manquent dans ce film, c'est surtout la question pourquoi ce RBI est nécessaire aujourd'hui dans notre monde du travail. Nous vivons toujours encore avec notre travail professionnel, avec notre travail salarié, dans une culture de l'esclavage. L'entrepreneur achète notre travail et nous vivons de son salaire qu'il nous donne pour que nous travaillions chez lui. Ça, c'est le moment fondamental du monde du travail qui nous interdit pratiquement de vivre librement, qu'on n'a pas de liberté de choisir le travail que nous voulons, parce que nous sommes pratiquement, je ne veux pas dire nous sommes les esclaves, mais nous sommes forcés de travailler pour vivre. Et la question qu'on a à plusieurs reprises vue et entendue dans ce film, qu'est-ce que vous feriez si vous auriez le RBI? C'est une question de luxe. Et ceux qui le posent, ils n'ont pas besoin du RBI. Alors, je trouve que c'est un peu la narration qui a manqué, le focus sur le monde du travail qui doit changer. Et encore une chose qui a manqué dans ce film, pourtant il était tellement grand, c'est le financement du RBI. Ça, c'est une question qui est très ouverte et je crois qu'on y revient. On va parler de tout ça. C'est d'ailleurs pour ça, si vous voulez, qu'il y a ce débat. Comme ça, on va compléter un petit peu ce qui manquerait, en tout cas, dans ce film. La grande question, et ça ressort très bien de votre film, dans le fond, c'est de se dire, est-ce que le revenu inconditionnel, c'est une utopie ou une réalité? Je vais vous raconter une toute petite anecdote. J'ai parlé hier à mon fils, il a 17 ans, je lui disais je vais voir un film sur le revenu de base inconditionnel, il ne savait pas ce que c'était, je lui ai raconté ce que c'était, il m'a dit mais c'est n'importe quoi. Si un jour ça existait, plus personne ne travaillerait, et puis si on instaurait ça en Suisse, tous les Français viendraient en Suisse, bien sûr, pour ce revenu de base. Donc enfin... Même si beaucoup de personnes sont convaincues de la nécessité
du revenu de base, ça reste quand même encore pour beaucoup une utopie. Evelyne Forget, vous qui avez travaillé notamment sur ces expériences qui ont eu lieu au Canada, est-ce que véritablement ce revenu de base, et c'est la question que je vous pose à tous, ça sera réalité un jour à large échelle dans un pays? C'est possible? Oui, oui, oui. Bien sûr. Je crois qu'on est tout de suite frappé par l'idée de combien ça va coûter, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que c'est un investissement différent dans un avenir et qu'il y aura retour sur investissement. Quand j'ai analysé toutes ces données, je me suis aperçue que ceux qui ont participé à l'expérimentation, par exemple, ont réduit leur coût d'hospitalisation de moitié. Si vous réfléchissez un petit peu à combien coûte la prise en charge des soins de santé dans tous les pays, c'est énorme et on pourrait élargir ça à tous les programmes sociaux de lutte contre la pauvreté. La pauvreté qui est le facteur parmi tous les facteurs. On pourrait ainsi beaucoup économiser en termes de dépenses sur le bien-être social, la justice sociale, etc. Donc, c'est un investissement. Et ça, il faut vraiment en tenir compte. Pour l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis dépensent beaucoup moins que la moyenne de l'OCDE en termes de fiscalité. Financement. Guy Standing, vous vouliez aussi réagir sur cette question fondamentale. Est-ce qu'un jour, ça viendra et ça pourra véritablement être instauré au niveau d'un pays? Je crois que nous sommes à un moment où le revenu de base fait l'objet d'expérimentations, ça et là. Moi, j'ai eu la chance de concevoir 6 projets pilotes, y compris d'ailleurs celui de la Namibie. Nous avons fait la plus grande expérience pilote tentée à ce jour en Inde. Nous avons à des milliers d'hommes, femmes, enfants donné un revenu de base. C'est la plus grosse expérience qui a été faite de ce type à présent. Ce qu'on a pu constater, c'est des améliorations sur le plan de la nutrition, surtout chez les enfants, dans la santé, les soins de santé, l'éducation, les activités économiques des femmes, une augmentation en fait du travail. Écoutez bien ce que je dis, une augmentation du travail et une émancipation des gens dans ces communautés. Le plus remarquable, c'est qu'au début de l'expérience, Sonia Gandhi a demandé à nous rencontrer. Elle a dit, mais vous allez gaspiller tout cet argent. Et les gens vont gaspiller ça en achetant de quoi boire et de quoi fumer. Et puis à la fin, ils nous ont demandé de voir les résultats de l'évaluation que nous faisions avec des statistiques et des contrôles randomisés. Alors, je vous en parle, pour répondre à votre question, je vous en parle maintenant parce que imaginez un petit peu ce que j'ai pu ressentir le 31 janvier l'année dernière, lorsque le ministre indien des Finances s'est présenté au Parlement à New Delhi en présentant un rapport à côté de notre livre, le livre que nous avions écrit sur l'expérience, et qu'il a dit un revenu de base pour tous les Indiens, c'est tout à fait envisageable et tout à fait finançable. Si nous abolissons les subventions régressives qui représentent 8 ou 9% du revenu national brut et que nous utilisions ces fonds-là, nous pourrions à chaque homme, femme et enfant payer un revenu de base modeste. Donc l'enjeu est avant tout politique. C'est tout à fait
envisageable, faisable. L'Inde, un pays d'1,4 milliard de personnes, connaît aujourd'hui un véritable débat sur le moyen d'aller dans cette direction. Et je crois que nous sommes bien plus près d'une possibilité de le réaliser en France et en Italie. Maintenant qu'il y a l'émergence de Podemos en Espagne ou des Cinque Stelle en Italie, plus près que nous ne l'avons jamais été, en tout cas de mon vivant. Benoît Hamon, vous me disiez aussi le film, qu'il y avait vraiment un momentum qui était là pour pouvoir relancer cette idée. Vous me disiez, je vais relancer cette idée en France. Oui, d'abord, je serais ravi de rencontrer votre fils et celle qui lui a mis ces idées-là dans la tête. Bon, ensuite, sur la mise en œuvre du revenu... Alors, en France, on parlait de revenu universel d'existence, on parle à peu près tous de la même chose. Comment le faire et est-ce qu'il faut le faire de manière graduelle, du jour au lendemain? Toutes ces questions-là se sont posées. Moi, je me les suis posées très concrètement, à la fois dans 2 temps d'une élection, une élection primaire où on en était resté à un principe, une idée, et une élection présidentielle où il a fallu confronter à la critique de l'idée même, rentrer dans les détails et essayer d'imaginer des scénarios. Et je pense qu'on s'est trompé, nous d'ailleurs. On a fait une vraie erreur politique en proposant une version très édulcorée du revenu universel comme première étape. Comme quoi, il y en a qui ont suivi cette campagne, je vous remercie. Mais je veux dire une chose toute simple d'abord. En 1945, quand en France, on crée la sécurité sociale, on a un pays qui est ruiné. Sa main-d'œuvre revient ou du service du travail obligatoire ou des camps de prisonniers. Il y a sans doute le plan Marshall, mais objectivement, imaginer ou penser qu'il fallait créer la sécurité sociale, c'est-à-dire les retraites et l'assurance maladie, et opérer un transfert de richesse, qui était un transfert de richesse aussi important, il fallait quand même être sacrément audacieux à cette époque-là. L'audace qui est la nôtre aujourd'hui est-elle bien supérieure à celle de ceux qui ont fait la sécurité sociale dans mon pays en 1945? Pas du tout. Nous ne parlons là que d'un transfert de richesse. On a souvent assimilé le financement du revenu universel à une dette publique ou à un déficit public. C'est pas de ça dont on parle. La question est, comment opère-t-on un transfert de richesse de façon à ce qu'il finance un revenu universel qui lui-même ira assez spontanément alimenter le fonctionnement de l'économie, comme ça a été d'ailleurs remarquablement expliqué dans le petit exemple namibien, démontrant que avec le revenu universel, les revenus que l'on tirait de l'activité complémentaire, en l'occurrence l'activité salariée classique ou celle d'un artisan, etc., ces revenus-là augmentaient aussi. Donc on voit qu'il y aura un impact du revenu universel qui évitera d'autres coûts à la société, donc tout ça peut se démontrer abondamment. Il faut donc faire ce choix politique-là. Alors c'est pas forcément un choix simple parce que ça suppose évidemment une réforme fiscale, des prélèvements sur les transactions financières, sur le patrimoine, sur les actifs nets, des multitudes de solutions existent, mais je n'en prendrai qu'une parmi beaucoup d'autres. Observez par exemple que dans l'Union européenne, depuis 2015, par une politique de création monétaire, la Banque centrale européenne injecte 2300 milliards d'euros dans l'économie européenne. 2300 milliards d'euros, ou même plus, je crois qu'on doit avoir dépassé cela. Ça s'appelle la politique de quantitative easing. Et donc, c'est de la création monétaire pure. À quoi sert cette création monétaire? À prêter de l'argent aux banques, qui sont censées ensuite les prêter aux entreprises, qui sont censées créer de leurs emplois et de la croissance. Bon, je vais aller très vite, mais ce n'est pas un résultat absolument bluffant, quoi, objectivement. Si cette politique de création monétaire pour une fraction, alors aller à la transition écologique, ça pourrait être une bonne idée aussi, mais comme certains l'ont imaginé, mais je ne mets ça que sur une hypothèse, sous la forme d'un chèque qui aurait été directement aux citoyens européens, d'ailleurs manifestant l'intérêt de la citoyenneté européenne dans un rapport direct à la construction européenne,
On aurait pu imaginer une sorte de petit revenu universel d'existence au niveau européen et qui était financé directement par une politique de création monétaire. Donc les solutions, elles existent ou par la fiscalité ou par des politiques de création monétaire, mais ça n'est pas, on a à dire où on met le curseur et les choix que l'on fait, mais rien n'est impossible dans le financement du revenu universel. Si on rentre dans le revenu universel par cette question-là, c'est qu'en fait, on n'en veut pas. Fondamentalement, et je le redis, et puis je m'arrête là parce que je ne veux pas être trop long, c'est la question du travail qui est posée, de notre rapport au travail. Et si nous rentrons dans une période où le travail se raréfie, et c'est une bonne nouvelle, la question qui nous est posée, c'est: se livre-t-on à une compétition féroce entre les individus pour se partager une denrée de plus en plus rare que serait le travail, et dans un rapport de subordination à des employeurs qui ont tout le pouvoir, ou change-t-on les règles du jeu en décorrélant la question du revenu du travail, et en reconnaissant aussi que le travail peut être hors de l'emploi. Sinon, on ne parlerait pas de travail domestique, sinon on ne parlerait pas d'équivalent temps plein quand on mesure le bénévolat, et on essaierait de réfléchir, pas simplement à la valeur monétaire du travail, mais aussi à sa valeur sociale, etc. etc. Donc je pense que c'est ça la grande question du revenu universel. On va revenir bien sûr... On va revenir au travail, à la raréfaction du travail, à la robotisation, mais restons encore sur ce revenu de base et sur comment le financer. Oswald Sig, précisément, vous avez travaillé sur cette question. Oui. Comment le financer? Surtout qu'en Suisse, excusez-moi, mais on avait parlé d'un revenu de base que certains avaient jugé un peu délirant. Hein. C'était 2500 francs par adulte à l'époque. Alors comment on finance tout ça? Par mois, par adulte et par mois. Pour les enfants, pour mon fils par exemple, ça aurait été 600 francs par mois. Alors, pour vous répondre, je vais vous raconter une petite histoire. Hein. Pas trop longue, hein? Pas trop longue. Pas trop longue. Ça va alors. Pas aussi long que le film. Nous avions déposé sur la place fédérale, vous l'avez vu dans le film, un tas de 8 millions de 5 centimes. Alors, cette image a fait le tour du monde et quelques semaines après, un banquier privé de la Côte d'Or de Zurich, qui a vu ce spectacle au téléjournal, m'avait écrit une lettre. Il m'avait écrit: cher monsieur, même que je suis un banquier suisse et que j'adhère au Parti radical démocratique, que je suis lecteur abonné de la NZZ depuis 50 ans, et que j'ai fait mon service militaire comme bureau ordonnance dans l'artillerie canon lourd régiment 1-42, je suis pour le RBI et en plus, je pourrais vous montrer comment on le finance. J'étais assez surpris de cette lettre. Alors, un beau jour de printemps 2014, ce monsieur, habillé d'une élégance rarissime, même pour Zurich, m'attendait au Hauptbahnhof. Avec une vitesse de 30 km à l'heure, on traversait dans une très grande Mercedes noire toute la City, et lui, au volant, me racontait toute sa vie et qu'il faudrait qu'on prenne des mesures radicales, synonyme de révolutionnaire, pour aller à l'encontre des innombrables excès sur la place financière suisse. Au bout d'une heure, on arrivait devant un bungalow dans la commune de Soumikon. Et quelques moments plus tard seulement, il m'avait dévoilé son secret,
Sa recette, son idée, simple comme bonjour. Prenez la statistique de la Banque nationale suisse du trafic des paiements en 2012. Le total annuel se monte à un chiffre de 95 378 milliards 709 millions de francs suisses. Si ce montant de à peu près 100 000 milliards de francs du trafic annuel des paiements dont les 93% proviennent de l'industrie financière serait soumis à un impôt minuscule, une microtaxe de, disons, 2 pour 1000, alors l'on pourrait abandonner d'un seul coup tous les impôts existants et payer le revenu de base inconditionné. Donc, ça serait, si je vous ai bien compris, une microtaxe sur les transactions bancaires. Non seulement sur les transactions bancaires, sur tous les paiements digitaux. Tous les paiements digitaux. Alors, Guy Standing, est-ce que c'est une bonne chose? I'd like to generalize. J'aimerais prendre ce que vous venez de dire et généraliser. Nous nous trouvons à Genève. Lorsque je me suis rendu pour la première fois à Genève, dans les années 70, il y avait une toute petite organisation qui nichée au fond d'une petite rue et on se moquait de cette organisation parce qu'elle avait un nom assez drôle et on avait l'impression que c'était le nom d'une société de détergents et son directeur général était connu parce qu'il avait eu un passé assez douteux. Voilà, on va s'en arrêter là aujourd'hui. La plus grande bureaucratie internationale à Genève, c'est cette même organisation. Et il y a toujours un nom qui ressemble à un nom de détergent, ça s'appelle WIPO. Et en 1995, sous l'impulsion des Américains, a donc mis en place le TRIPS, donc le ADPICS. Et depuis l'adoption de ADPICS en 1995, les droits de la propriété intellectuelle, c'était l'OMPI, qui avait été globalisé d'une façon qu'on n'avait jamais vue. Je viens d'écrire un livre qui s'appelle « La corruption du capitalisme ». Et pourquoi je vous dis tout cela? Nous sommes maintenant gouvernés par un système corrompu de brevets, de copyrights et de design industriel, de marques qui donnent aux sociétés multinationales une monopole, des rentes garanties pendant 20 ans dans le cas de brevets, 40 ans pour les sociétés pharmaceutiques et le copyright pour toute la vie des gens. Et vous pouvez procéder à des calculs, et ce pour montrer que les revenus dérivés par ces designs industriels, ces copyrights, ces brevets, se sont multipliés par 10 depuis 1995. Il s'agit de l'OMPI et qui représente 20% des revenus mondiaux. Si not only on transactions, financial transactions, une taxe pas seulement sur les transactions financières, une microtaxe, mais s'il y avait un prélèvement sur la propriété intellectuelle, les droits de propriété intellectuelle qui donnent des rentes, un monopole sur les rentes aux multinationales, il serait facile de payer un revenu universel de base pour tous les citoyens membres de notre société. Donc ça n'a à voir qu'avec de la politique, parce que cette rente n'a aucune morale ni aucune justification économique. C'est une honte. Mais ça démarre à Genève. Tout ça, ça a démarré à Genève. Donc, il faut portons une responsabilité résiduelle en étant ici aujourd'hui. Merci. J'ai parlé tout à l'heure du montant, effectivement, qui avait été articulé en 2016 lors de la campagne de votation. Certains ont parlé ici du mouvement 5 étoiles en Italie, qui effectivement a également proposé une sorte de revenu de base. Eux parlent de 800 € par mois. Berlusconi a renchéri.
Il a évoqué le chiffre de 1000 euros par mois. Quand on parle du revenu de base du côté de la France, Benoît Hamon, ça ressemblerait à quoi? Bon, faut faire attention à ce qui se raconte sur le revenu de base, parce que si le revenu de base, c'est un revenu minimum, mais qui est conditionné au fait que l'on soit pauvre, c'est-à-dire qu'il faille le solliciter parce qu'on n'a rien d'autre, on n'est pas dans le revenu universel d'existence. Donc, moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'idée de Berlusconi, mais j'imagine qu'ils construisent, en tout cas rapidement, une solution qui soit un revenu universel avec 1000 euros par mois et par Italien, ou alors c'est une grande nouvelle, mais je pense qu'ils pensent plutôt à un revenu minimum, ce qui n'est pas, qui n'est pas exactement la même chose. D'ailleurs, au passage, c'était très intéressant dans le film. Je trouve qu'il y a, non pas une réhabilitation, mais on a le souvenir d'un Lyndon Johnson associé au Vietnam et qui laisse un mauvais souvenir aux individus. On oublie que c'est vrai que ça a été un grand président américain sur les questions sociales, Lyndon Johnson, et que c'était très intéressant ce passage sur la Chambre des représentants et le blocage du Sénat. Pour que le revenu universel soit utile, il faut pour commencer qu'il éradique la pauvreté. Donc pour que le niveau minimum du revenu universel, en tout cas la cible qu'il faut atteindre, c'est évidemment le situer au moins au niveau du seuil de pauvreté. Sinon, en fait, dans les faits, on rate pour partie la cible. Même si, je le rappelle, que le revenu universel vient en complément d'autres types d'allocations qui peuvent toujours exister. Le but du revenu universel, en tout cas tel que nous le concevions en France, ça n'est pas de remettre en cause, comme ça peut être défendu par les libertariens par exemple, l'ensemble des dispositifs de l'État-providence ou de la sécurité sociale. Je prends un exemple. Quand nous avions, j'évoquais ce que nous avons raté, nous en France, pour dire très précisément ce que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas fait, nous avons eu le choix, on s'est dit, il faut une première étape au revenu universel. Est-ce que la première étape, c'est d'assurer le revenu universel à tous les 18-25 ans pour commencer de manière inconditionnelle, et comme ils vieilliront avec le revenu universel, et progressivement, on l'étend donc aux générations plus vieilles, plus anciennes, ou est-ce qu'on fait une mesure qui est une mesure de pouvoir d'achat pour tous, mais qui crée un revenu universel dégressif? Mauvaise pioche, on a voulu avoir une mesure générale qui est devenue totalement incomprise, c'est qu'on a perdu la valeur ajoutée de l'idée, le revenu universel comme utopie, et personne n'a compris exactement combien il allait gagner. Résultat, on s'est complètement planté, pour faire simple, sur cette question-là. Mais moi, je crois aujourd'hui, par exemple, pour que le revenu universel, tel que nous l'aurions mis en œuvre, venait en plus des bourses. L'intérêt de l'accorder aux jeunes aujourd'hui, c'est qu'il libère des centaines de milliers d'emplois étudiants, d'étudiants obligés de travailler aujourd'hui pour se payer leurs études et qu'avec un revenu universel se consacreraient uniquement à leurs études. Et je rappelle que le bénéfice immédiat, il est simple, c'est que quand on voit la différence de réussite aux examens, quelqu'un qui travaille pour se payer ses études a des résultats qui sont moins bons que celui qui n'est pas obligé de travailler pour se payer ses études. Donc là aussi, ça remettait de l'égalité. Et vous articulez un chiffre? La cible, c'est 800. Je redis, la cible, c'est le seuil de pauvreté en France, c'est 800 euros. Nous, on avait parlé de 600, puis 750. La réalité, c'est que s'il faut arriver à une cible, c'est à minima le seuil de pauvreté, donc 800 euros. Evelyne Forget, on l'entend dans le film, cette expérience qui a été faite au Manitoba, je crois que c'était un montant à l'époque de 5800 dollars canadiens par année, ce qui correspond à peu près aujourd'hui à 22 000 dollars canadiens. C'est juste? Well, about $22,000, yeah. Oui, c'est ça, environ 22 000 dollars. Le niveau a été fixé légèrement au-delà de l'assistance au revenu qui était prévue à l'époque. L'idée était de faire en sorte que les gens arrivent juste en dessous du seuil de pauvreté, puisqu'ils recevraient par ailleurs d'autres allocations. Est-ce qu'il être faite au Canada? Je crois qu'il y en a dans l'Ontario. Oui, l'Ontario vient de commencer un programme qui ressemble beaucoup au projet des années 70. Il y a 3 sites et puis il y a encore une 4e autre lieu où les négociations sont encore à cours.
Pour ce système, ils veulent reprendre un peu l'idée de le faire à l'échelle d'une ville en faisant aussi des contrôles randomisés. Et là, ça serait nettement au-dessus de l'assistance au revenu et on viserait la catégorie entre 18 et 64 ans. Et ça serait fixé au niveau des retraites. J'aimerais vous poser, on a beaucoup parlé effectivement de découpler le travail et le salaire, parce que notamment, vous le savez, le travail se raréfie. Donc la question, c'est dans le fond de savoir, est-ce qu'il y a un autre choix que de trouver ce revenu de base universel? Guy Standing, j'ai envie de vous poser cette question. Vous me disiez, vous aussi, en France, apparemment, l'idée pourrait faire son chemin. En Angleterre, est-ce que cette idée-là aussi fait son chemin? Je crois que là, on en vient au cœur du sujet, finalement. Tout au long de l'histoire, il y a eu des idées stupides sur ce qui peut constituer ou non un travail. Et tout au long de cette histoire, eh bien là, je crois qu'on arrive au point culminant à la manière. Parce que seul le travail rémunéré compte comme un travail. Si je m'occupe de votre grand-mère et que je suis payée, c'est du travail, dans le sens que c'est rémunéré. Mais si je m'occupe de ma propre grand-mère ou de ma propre mère âgée, ça n'est pas considéré comme du travail. C'est absurde. À l'heure actuelle, c'est le système de sécurité sociale lui-même qui décourage le travail, dans les deux sens du terme. Si vous apportez un soutien de revenus uniquement aux personnes pauvres, ça veut dire que si vous améliorez, mais juste un peu votre situation, à ce moment-là, vous perdez tout un tas d'autres allocations. Et là, vous tombez dans un piège, le piège de la pauvreté. Et dans la plupart des pays européens, ce piège, ça veut dire que quand vous arrivez à avoir un emploi, mais mal payé, vous allez de fait payer plus d'impôts, ce qui finalement est une incitation à ne pas travailler. On parle de 80% de taux marginal de taxes. Ce qu'il faut en fait, c'est encourager le travail à l'égard des autres, le travail communautaire, le travail écologique, plutôt que tout le type de travail qui va amoindrir les ressources. Donc ça n'est pas simplement couper la relation entre revenus et travail, mais en fait améliorer au contraire le lien entre les deux, parce que on supprime ce piège de la pauvreté puisqu'on a un revenu minimal. Et on encourage les gens à travailler davantage, mais de manière totalement différente. Un travail plus sous l'angle humanitaire, environnemental, aider son prochain. Et pour moi, je n'ai pas le moindre doute que si on a un revenu de base, on augmentera finalement le travail accompli par les gens. Ça n'est pas simplement couper un lien, c'est au contraire aider les gens à faire davantage de choses qui ont une valeur écologique, une valeur humaine. Donc il faut complètement changer notre raisonnement, notre vision du travail si on veut progresser. Benoît Hamon, vous parliez aussi tout à l'heure de la nécessité de trouver de nouvelles formes, de nouvelles ressources en raison de la raréfaction du travail, en raison aussi de la robotisation. Vous pensez, vous, que ça sera nécessaire, obligatoire, effectivement, d'avoir ce revenu de base en raison de l'évolution de la société? Je crois que oui. Sur la raréfaction du travail, bon, moi je formule pas une hypothèse certaine. Hein. On a que il y a une
tout cas, il y a des travaux nombreux maintenant, universitaires, académiques, qui anticipent que la révolution numérique va avoir des conséquences, à tout le moins, sur le travail, le transformer, et probablement, dans certains secteurs, détruire des millions d'emplois. La question c'est, la fameuse équation de Schumpeter va-t-elle fonctionner encore? C'est créera-t-on, avec l'innovation technologique, plus d'emplois que nous en détruirons? Jusqu'ici, tout le monde pensait que cela fonctionnait. Maintenant, il y a un vrai point d'interrogation. Je lisais un excellent article sur le résultat d'une étude de Bank of London qui estimait que dans l'économie maritime, le fait que désormais on ait des ports automatisés où les conteneurs sont posés sur des porte-containers uniquement avec des machines et avec aucun homme, que nous avons désormais des bateaux qui sont capables d'aller d'un port à un autre sans marin et qui seront donc déchargés par d'autres automates. Dans les faits, Bank of London anticipait dans les années à venir la suppression de 19 millions d'emplois dans l'économie maritime. Alors, ces dockers d'hier, ces marins d'hier auront-ils trouvé à se reformer et à travailler ailleurs? Ce qui est intéressant, et je m'arrête sur ce point, c'est je ne vois aucun hasard au fait que viennent de la Silicon Valley les voix d'entrepreneurs qui, parce qu'ils pilotent aujourd'hui les principales recherches en matière d'intelligence artificielle, montent aussi des voix qui disent aujourd'hui, nous pensons que le revenu universel est indispensable parce que nous pensons que les applications de nos recherches demain détruiront plus d'emplois qu'elles n'en créent. Quand Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, qui sont quand même pas de dangereux gauchistes, disent cela, moi j'ai quand même envie d'écouter ce qu'ils anticipent. Et il est incontestable aujourd'hui, prenons que le secteur de la grande distribution et du commerce, ce secteur va être profondément bouleversé par la révolution numérique. Alors on peut être heureux demain d'avoir libéré des femmes qui travaillaient, parce que ce sont souvent des travaux féminins qui sont les travaux les plus pénibles, de tâches peu épanouissantes que sont celles des tâches d'hôtesse de caisse. Mais la question c'est, que deviennent-elles? L'entreprise qui hier finançait les retraites en payant des cotisations en fonction du nombre de salariés, si des machines remplacent des salariés, elles ne payent ni les salaires, ni les cotisations pour les retraites. Donc comment finance-t-on nos systèmes de retraite et comment paye-t-on les retraites? Toutes ces questions sont posées par la révolution numérique et elles appellent à mes yeux effectivement le fait que nous mettions en œuvre le revenu universel. Merci. Alors, je vais vous proposer de passer aux questions de la salle. On a une petite demi-heure devant nous, jusque vers 11h30. Je vais vous demander peut-être de vous présenter, d'être bref dans vos questions. Et je vois une main qui se lève. On va vous passer un micro, normalement. Il y a le monsieur qui s'appelle Yves Maga, qui est mon collègue de la radio-télévision suisse. Oui. Et on va passer à d'autres questions, cher monsieur de la salle. Merci Esther. Il y a un risque d'effet pervers qui a été très bien illustré par le couple qu'on voit au début du film en Alaska, lorsque la femme dit « Grâce à ce revenu que je touche de l'État, je vais mettre de l'argent de côté pour payer les études ultérieures de mes enfants. » C'est un peu l'exemple parfait de la démission de l'État qui, au lieu de fournir une éducation de qualité gratuite, préfère donner quelques miettes à des individus qui disent « Merci patron pour votre charité ». C'est un petit peu le rêve pervers parfait des libertariens qui veulent priver l'État, la communauté, la collectivité de ses moyens pour le distribuer à l'individu. Voilà un petit peu pour animer le débat, Esther, pour qu'il n'y ait pas que des gens du même avis. Qui veut répondre à ça? Benoît Hamon? Oui, mais si vous voulez, c'est le rêve de Gaspard Koenig en France, qui est libertarien, qui plaide pour un revenu universel qui remplace le rôle de l'État-providence, la sécurité sociale, c'est revenu universel pour solde de tout compte. Soignez-vous, habillez-vous, et point final. Effectivement, ce projet-là n'est pas de la même inspiration philosophique et politique que ceux qui pensent aujourd'hui que le revenu universel, c'est un moyen de redonner de l'autonomie à l'individu. Fondamentalement, la question, c'est celle de la liberté. Il n'y a pas de liberté pour quelqu'un qui n'est pas maître des décisions qui concernent sa vie.
Le revenu universel vous redonne la capacité à décider, quand vous êtes une aide-soignante et que vous travaillez en maison de retraite, que vous êtes payé 1 200 € par mois et que votre travail est dur, il vous donne, le revenu universel, la possibilité de réduire votre temps de travail. Il vous donne un moyen de pression sur votre employeur qui peut contribuer à améliorer votre condition de travail. Et c'est en cela que le projet, en tout cas quand il est d'inspiration de gauche et progressiste, est de nature radicalement différente du projet des libertariens. D'autres mains qui se lèvent. Voilà, il y a une dame. Je vais... Oui, bonjour, Elvite Alvarez. Moi, j'ai une question toute simple. Je voudrais vous entendre sur le cas finlandais, notamment par rapport à la question de la raréfaction du travail et le fait que ce soit principalement des chômeurs qui testent le revenu universel. Donc moi, j'ai une lecture qui est assez partielle de ce cas-là. Donc je pense que ça peut aussi montrer l'intérêt et, je dirais, l'illustration de ce que vous énonciez tout à l'heure, Monsieur Hamon, sur le transfert de charges ou de charges publiques. Alors, sur le cas finlandais, je ne sais pas, Guy Standing voulait répondre. Yes. Before I come to Oui, Finland, please. avant de parler de la Finlande, j'aimerais réagir à ce que vous avez dit au niveau des points de vue libertaires. Ceux qui sont pour ce revenu universel devraient être très inquiets de la conversion des libertaires vis-à-vis le revenu universel. Alors j'ai des amis à gauche qui sont très en colère parce qu'ils voyez, vous encouragez les libertariens et veulent démanteler l'État socialiste. Et je pense que la personne intelligente qui est à gauche doit dire... Alors, il y a une chose au sujet de la liberté républicaine, c'est la liberté de pouvoir éviter l'oppression des autres et la domination des autres. Et ensuite, on a besoin d'un État social pour aider à la solidarité sociale, pour ceux qui justement ont des besoins spécifiques et pour s'opposer à l'oppression et toute forme d'exploitation. Et moi, les libertariens ne me posent pas vraiment problème parce que ça n'a aucun sens. Mais c'est une alliance dangereuse qu'on voit. Alors maintenant, l'argument finlandais. On m'a demandé d'être conseiller pour le projet pilote, et ce, depuis l'année dernière. Et moi, je les ai fortement encouragés de faire une expérience communautaire. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné à 2000 chômeurs un genre de revenu universel. Et ce qu'ils font, c'est de tester, disons, le fait de s'éloigner de la conditionnalité. Ça, c'est un test intéressant. Si ça tend à démontrer qu'il n'y a pas besoin de dire aux chômeurs de faire ceci ou cela, parce qu'ils veulent améliorer leur vie, de toute façon, ça, c'est une bonne chose, parce qu'on va dans la direction de ce que l'on désire. Mais je n'aime pas la façon dont ils ont conçu leur expérience, parce que ce sont des échantillons individuels randomisés. C'est pas la communauté. Si moi, je sais que vous recevez le revenu universel et moi, j'habite à côté, moi, je ne le reçois pas, peut-être que j'irai frapper à votre porte. Est-ce que vous pouvez m'en donner un petit peu? Donc, vous n'êtes pas en train de renforcer le sentiment communautaire, alors que l'essence même du revenu universel, c'est qu'elle renforce la communauté tout entière. C'est ce qu'on a vu dans notre expérience en Inde, l'expérience en Namibie, et les effets au niveau de la communauté sont fantastiques. Et ça, c'est vraiment un des aspects les plus importants. Et avec la façon dont ça a été conçu en Finlande, eh bien, vous n'obtenez pas ce même résultat. Madame. Bonjour, Chloé Framery, je suis candidate au Grand Conseil sur la liste Égalité et Équité. Je suis aussi prof de maths et actionnaire de la Banque nationale suisse. Et j'aimerais vous entendre, en particulier Esther Mamarbacci, je vais y arriver, sur le financement, sur les options que je vais vous présenter pour financer le RBI. Il y a deux choses qu'il faut savoir, que peut-être la salle ne sait pas, c'est que la BNS, la Banque nationale suisse, est censée reverser 2 tiers de ses bénéfices au canton à la fin de l'année.
Et notamment, l'année dernière, on a eu un bénéfice de à peu près 22 milliards. Il y a 1 milliard seulement qui a été reversé au canton. Cette année, il y a 54 milliards de bénéfices. Alors, on attend 40 milliards qui devraient arriver. Mais ça ne sera pas le cas, hein. Je vous le dis tout de suite. Il y a ça. Et puis, il y a l'initiative Monnaie pleine qui va être votée le 10 juin prochain, qui prévoit de reverser sans dette, de l'argent sans dette, donc c'est quand même une innovation immense, aux cantons ou aux communes ou aux citoyens. Et ça, c'est peut-être bien d'en parler, c'est peut-être le moment d'en parler, parce que cette initiative, elle est juste là dans 2 mois, 3 mois. Ouais. Voilà. Donc j'aimerais avoir un peu votre Mais point on de va vue pas parler de là-dessus. la monnaie pleine ce soir, chère madame. Mais c'était quoi votre question? C'était savoir si cette option vous parle, vous convient, enfin vous paraît être une option crédible et intéressante. Que la BNS utilise ses bénéfices pour financer le revenu de base? Par exemple, et que la création monétaire serve aussi à financer ce revenu de base. Oswald Sig. Oui, c'est certainement une alternative à notre initiative microtaxe sur le trafic des paiements, mais je la trouve pas assez rémunérante. C'est-à-dire, il n'y a pas assez, de cette façon, vous n'aurez pas assez d'argent pour le RBI. Le RBI, pour moi, c'est l'œuvre sociale du futur, de l'avenir. Un peu dans la tradition suisse de l'AVS. Mais, évidemment, comme œuvre sociale beaucoup plus large. Pour autant qu'il soit financé par l'argent des riches, si vous voulez. Si on le paye par une microtaxe sur le trafic des paiements, on le paye à travers l'industrie financière, parce que 95% des paiements en Suisse sont causés par les banques, par l'industrie financière, par le casino des finances. Alors, on prend l'argent là où il travaille. Hein? Et c'est pour ça que je trouve la microtaxe, c'est pratiquement pour moi la bonne réponse au financement du RBI. Alors, un jeune homme, vous avez une question. Does it work now? Yeah. Okay. My question Bonjour, ma question, c'est aussi sur le problème du financement. Parce que ça me semble aussi en lien avec la compétition à l'échelle mondiale sur le plan de la fiscalité. Il y a eu une dizaine d'années de ça, une votation en Suisse. On ne parle pas là d'avoir peut-être une société plus juste, une égalité de salaire, mais il y a aussi la grande question, est-ce que les entreprises vont quitter le pays ? Donc, il y a toute la question de la fiscalité. Alors, l'OMPI, vous avez parlé de taxer la propriété intellectuelle. Bien sûr, ça serait la solution, surtout quand on pense à l'économie numérique d'ici 30 ans. Une bonne partie du PIB sera produit par des robots ou des ordinateurs. Pour vous, pensez-vous qu'il soit possible d'avoir une coopération internationale entre États pour surmonter ce problème de la concurrence fiscale, finalement? Pour moi, c'est au cœur du problème. Il faut trouver une solution à cette question. Standing. Yeah, it's a very good question. Très bonne question, effectivement. Le sous-titre de mon livre, c'est « Comment on peut y arriver ?» Comment faire en sorte que ça devienne réalité, ce revenu de base. Pour moi,
Je crois qu'on va réussir en recadrant cette problématique sous la forme d'un dividende social à partir de la richesse collective. L'exemple de l'Alaska qui a créé ce fonds permanent qui vient d'être totalement réduit à néant par le gouvernement républicain, l'idée était d'avoir un fonds souverain. Et c'était... un modèle encore meilleur que celui de l'Alaska, c'est le fonds souverain norvégien. En fait, tout citoyen norvégien aujourd'hui est potentiellement un millionnaire. Et je conseille toujours à mes étudiants de chercher un partenaire ou une partenaire norvégien parce que le fonds norvégien est un succès extraordinaire. Donc, des fonds souverains peuvent être créés avec des prélèvements, par exemple, sur la propriété intellectuelle. Et ça permet de déplacer les subventions incroyables qu'on donne aux riches, aux entreprises, des subventions qui sont régressives, qui sont injustifiables sur le plan économique. Récemment, j'ai fait un calcul, et j'en parle là-dedans, à propos des allègements fiscaux au Royaume-Uni. Ce sont des pertes de recettes. Ça revient à 400 milliards de livres par an. Si on utilisait ne serait-ce que la moitié de ça pour le placer dans le fonds, on pourrait financer un système. Donc, en fait, l'idée, c'est de partager le capital. J'ai développé longuement l'argument. Je ne vais pas développer outre mesure, mais en tout cas, c'est ça l'orientation. Monsieur devant, et puis je ne sais pas s'il y a un deuxième micro pour les personnes qui sont derrière, qui lèvent la main depuis un petit moment. Monsieur, votre question. Merci. Mon nom est Philippe Noël. J'aimerais poser la question plus politique de savoir comment peut-on faire progresser la réalisation pratique d'un revenu universel de base, inconditionnel, etc. Les terminologies peuvent être un peu variables. Comment faire avancer dans les différents pays? Évidemment, je pense entre autres à la France et à Benoît Hamon, mais plus généralement, quels sont les moyens de faire entrer dans les réalités politiques de demain cet objectif qui est absolument nécessaire à terme, on le sent bien. Benoît Hamon, je crois que vous êtes interpellé. Oui, mais ça me permet de répondre à la question précédente qui était très intéressante. On a systématiquement cet argument quand on évoque par exemple la mise à contribution de la richesse quand elle est créée par des machines et pas des hommes. Moi, j'avais parlé d'une taxe sur les robots. Alors évidemment, c'est pas de courir après R2D2 puisqu'on évoquait Star Wars tout à l'heure et d'imposer une taxe sur R2D2, le pauvre. C'est la question se pose tout simplement dans une entreprise qui fait 10 millions de chiffre d'affaires. Si du jour au lendemain, elle fait le même chiffre d'affaires avec 2 fois moins de salariés, la question est-il justifié que cette entreprise paye 2 fois moins de cotisations sociales pour financer la solidarité? À mes yeux, non. Donc il faut imaginer que demain, quand on organise des prélèvements sur la valeur ajoutée, ça puisse intégrer évidemment cette valeur ajoutée, quelle que soit son origine, le travail humain ou l'action des machines. Et on a effectivement l'argument qui est celui de la fuite des capitaux, la délocalisation des sièges sociaux, etc. Utilisé par toujours les mêmes, la presse économique, celle qui est très liée au grand groupe du CAC 40. Mais j'observe que dans l'Union européenne, on vit déjà avec des écarts en termes de prélèvements obligatoires considérables entre pays. Il y avait des écarts incroyables entre des pays nordiques et des pays comme l'Irlande ou des pays ou d'autres pays de l'Union européenne. Ça n'a pas pour autant entraîné la disparition de l'activité économique, pourtant dans un marché unique dans lequel il y a une totale liberté de circulation des capitaux, des biens, des marchandises. Donc on a déjà des écarts en termes de niveau de prélèvement obligatoire considérables dans l'Europe, qui devrait justifier, selon ce raisonnement, que là où les prélèvements sont les plus élevés, et notamment les prélèvements sur les entreprises, tout le monde s'en aille, et les entreprises ne s'en vont pas. D'abord parce qu'il y a des entreprises qui ne partiront jamais. Il y a pour la bonne et simple raison, c'est que leur activité se fait, elles vendent là où elles produisent. Donc, je pense que sur ces questions-là, il faut être extrêmement prudent, parce que je crois que c'est un argument d'autorité qui se vérifie, finalement, qui se conteste assez facilement. Et puis après, je vais vous dire les choses. Moi,
Je pense qu'il y a deux idées qui sont en train de faire leur chemin parallèlement dans tous les pays au monde. La première idée, qu'on soit un pays pauvre ou un pays riche, c'est celle de la lutte contre le réchauffement climatique. Tout le monde est en train de percevoir qu'il faut qu'on change notre modèle de développement, parce que si on fonde la prospérité de nos sociétés sur une croissance exponentielle infinie dans un monde fini, eh ben on arrivera très vite et on y arrive à un mur. Donc cette idée-là progresse. Mais l'autre idée qui progresse, me semble-t-il, c'est que ce qui est insoutenable, ça n'est pas simplement le fait aujourd'hui de faire grossir la dette écologique quand on est seulement obsédé par la dette financière, et que la dette la plus importante, c'est la dette écologique, et qu'il faudrait quand même l'avoir en tête. Il n'y a pas que cette idée qui progresse, c'est le fait que notre modèle est devenu socialement insoutenable. Ce qui était évoqué avec Walmart, ce qui s'est passé avec Reagan, avec l'explosion des riches et le travail remarquable de Piketty et 16, mais nous, on a un petit Reagan aujourd'hui en France. Il est plus joli, mais il fait exactement la même politique. Alors, non mais, objectivement, c'est ce qui se passe. Et avec une théorie qui veut que, parce que j'enrichis les plus riches, vous finirez bien par gober quelques gouttes en bas et vous serez bien heureux d'avoir gobé quelques gouttes, cette fameuse théorie du ruissellement. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est ce développement d'inégalités insoutenables qui rend de plus en plus, fort la question du revenu universel. Moi, ce qui me frappe, c'est l'accélération à travers laquelle cette idée du revenu universel aujourd'hui est en train d'éclore un peu partout dans le monde. Sanders n'était pas fan du revenu universel. Il y travaille aujourd'hui. Je le dis parce que pour avoir travaillé avec ses équipes. Partout dans les mouvements de gauche en Europe, ces questions-là sont en train de monter et l'idée du revenu universel se développe. Donc moi, je crois qu'il y a là une idée qui se partage de plus en plus et j'y vois un signe, en tout cas, d'optimisme. Monsieur, votre question? Oui, bonjour. J'ai deux questions, je vais essayer de faire assez vite. Premièrement, c'est une question qui est revenue souvent, étant donné que le revenu partirait beaucoup vers la consommation, étant donné que c'est vers les plus pauvres qu'il est destiné d'aller. Quelle influence ça aurait sur l'inflation, d'un premier temps? Et ensuite, si c'est un projet qui apparaît si nécessaire, censé, inévitable, comment ça arrivera, pour rejoindre un peu la question de monsieur avant? Et faut-il attendre du coup une éternelle révolution dans le cadre où les élites n'ont pas intérêt à voir leur pouvoir disparaître et ont les instruments nécessaires à la création du consentement dans ce cas-là? Merci. Alors, une question sur l'inflation. Je ne sais pas qui veut répondre. Oui, je vous en prie. Yes. Brièvement, peut-être, comme ça on va encore passer à une ou deux questions. L'argument de l'inflation est c'est l'argument qu'on te donne le plus souvent. Moi, j'ai un chapitre où il y a les 17 objections qu'on prononce, et c'est le numéro 13. Alors, si on y pense, c'est pas une bonne conception économique. Alors, ce dont nous parlons, c'est justement d'arrêter que les subventions soient remises aux riches et d'utiliser cet argent pour donner un revenu de base. Donc, vous n'êtes pas en train d'augmenter ce revenu, mais c'est pas une bonne interprétation de l'économie parce qu'on oublie justement le côté justement de l'offre. Alors, dans nos projets pilotes en Inde, et je me rappelle qu'on m'avait fait cette objection, donc, et on est en train justement de donner des revenus universels à ces communautés, et 2 années après, les prix avaient baissé, avaient chuté. Et la raison pour laquelle il y a eu chute des prix, c'est parce que les producteurs de l'alimentation et des services de base savaient qu'il y avait de la demande et que les gens avaient les moyens d'acheter leurs produits. Et ils ont investi dans les semences, les fertilisants, dans les machines, et ils ont produit plus. Et ils ont gagné plus d'argent, mais les prix ont chuté. Bon, ça, c'est vraiment le b.a.-ba de l'économie. Et on peut pas. C'est n'importe quoi de dire que le revenu universel donnerait lieu à l'inflation. Et les preuves qu'on a de par le monde montrent que le résultat, c'est qu'on arrive à un équilibre. Et alors, pensez donc au quantitative easing, donc l'assouplissement quantitatif. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu d'hyperinflation, qu'on est en train de pomper tout cet argent dans les banques? Et donc, ce qui était un revenu pour ces banquiers, j'ai failli dire un autre mot, désolé. Mais si ils peuvent se permettre de payer un revenu universel aux banquiers, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas faire la même chose avec le citoyen lambda?
Dernière question, madame, dans le fond. May I add something to the Yeah, elites? sorry. The second. Je peux juste ajouter quelque chose à la deuxième partie de la question. Alors, les élites on dit que les élites sont contre. C'est pas forcément vrai. Il y a les gens de la Silicon Valley et presque tout le monde. Ils sont pour ce revenu universel, quelle qu'en soit la forme. Mais alors, Zuckerberg, l'année dernière, à son discours, a dit qu'il faudrait mettre en place une politique de revenu universel. Alors, quant à répondre à la question de qui va payer, il a répondu, bien sûr, moi je vais devoir payer, les riches vont devoir payer. Et vous, donc tous ces étudiants de Harvard qui allaient gagner beaucoup d'argent, certainement un jour, c'est à vous qu'il reviendra de payer. Nous avons maintenant des alliés de notre côté pour les 5 à 10 années à venir. Et ça, c'est aussi bien sûr un danger, parce que c'est ressorti lors de la discussion que certains des riches ou des libertariens, ils veulent se débarrasser de l'État-providence et ils veulent mettre en place un revenu universel très bas à la place. Mais là, on a vraiment une grande opportunité et que ces mouvements, justement, sont en train de se mettre en place et qu'on a ces alliés avec, justement, des richesses. Et tout le monde a le regard tourné vers la Silicon Valley. Tous les politiciens regardent ce qui se passe là-bas. Et c'est vrai que là, on a une fenêtre d'opportunité qui va durer entre 5 et 10 ans et il faut en profiter et justement utiliser ces alliances. Et alors, le revenu universel. Et donc, certains le voient comme une utopie. Non, ce n'est pas une utopie. C'est la première étape nécessaire vers une utopie. Et c'est comme dans le Star Trek. Et sans argent, et on peut obtenir tout ce dont on a besoin. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Merci. À vous. Je remercie le monsieur d'avoir posé la question que je voulais poser. Et j'aimerais remercier aussi les membres du panel. Et j'ai trouvé que le film était très inspirant. Et autre chose dans laquelle je crois, c'est un monde beaucoup plus ouvert par rapport aux migrants. Et je me demandais ce que vous pensiez, quels pourraient être les effets des revenus universels sur la migration, parce que tous les pays ne vont pas le mettre en place en même temps. Et la vision. Qu'en est-il de la vision de l'Europe? Evelyne Forget, peut-être. Alors, est-ce que vous voulez répondre à cette question? C'est une vraie question. Est-ce qu'on peut faire le revenu uniquement dans un pays ou au niveau d'un continent? Je pense que je suis la pire des personnes pour répondre à cette question alors, donc on a beaucoup d'océans autour de nous et donc c'est vrai que moi allez, je vais passer le micro à quelqu'un d'autre. Et alors la Banque mondiale et le FMI ont changé leur politique, en tout cas les économistes qui y travaillent. Et leur suggestion, c'est de mettre en place des revenus universels. Ils appellent ça des politiques de transfert d'argent dans certains les pays en développement. Ça ne coûterait pas beaucoup parce qu'au Kenya, vous avez besoin que de $20 par mois comme revenu universel pour que ça ait un impact et pour faire sortir les gens du seuil de pauvreté. Et ça enlèverait la pression, justement, et ça enlèverait la pression que ressentent les gens de quitter justement leur foyer, de quitter leur pays. Et ça serait un revenu universel très bas qui serait mis en place dans ces pays-là. Il n'y a pas besoin d'avoir le revenu universel n'a pas besoin d'être le même dans tous les pays du monde, Monsieur Hamon. Les écarts sont tels que pardon, mais pour ceux qui vivent dans la misère économique en Afrique, c'est vrai que l'Europe apparaît déjà comme un Eldorado, qu'on y rajoute le revenu universel ou pas, ça ne change pas fondamentalement la perception qu'on peut avoir quand on vit dans la misère de l'Eldorado européen, qui n'en est
pas tant que ça, quand on commence à y mettre les pieds et qu'on découvre les conditions dans lesquelles on est accueilli, notamment dans les pays de l'Union européenne aujourd'hui, et pour commencer en Grèce et en Italie, qui supportent l'essentiel de la charge de l'accueil des migrants, puisque les Européens, dans leur grand courage, ont décidé d'un règlement qui c'est le règlement de Dublin, qui prévoit que, par ailleurs, les demandeurs d'asile ne peuvent former leur demande que dans le pays par lequel ils entrent. Donc forcément, souvent, l'Italie et la Grèce, merci pour eux. Donc moi, je pense que ça ne changerait pas. Je ne crois pas du tout à cette théorie de l'appel d'air. J'y crois pas. Je pense que c'est assez, finalement, assez marginal. Et après, de toute façon, il y a évidemment des conditions de résidence au point de départ qui supposent qu'on ait une personne avec un titre de séjour pour pouvoir bénéficier, national ou étranger, du revenu universel. En tout cas, dans le projet français, évidemment, le revenu universel s'adressait aux Français et aux étrangers résidant sur le territoire avec un titre de séjour. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir les invités de ce soir et le réalisateur Christian Todd. Merci à vous tous. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à vous tous, excellent week-end et vive le festival!